Chaque année, en hommage au Conseil national de la Résistance, le Rassemblement des Glières invite des intervenants. Ils viennent avec leurs idées et leurs histoires. Ils échangent sur le monde, ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il sera. Alors il y a des tables, des micros et un public qui pose des questions. Et comme on fait ça le comble, on a décidé de les enregistrer, pour que même loin, vous puissiez en bénéficier. On appelle ça l'éducation populaire, et ça commence maintenant. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette introduction et pour cette invitation. Donc j'ai le plaisir d'animer cette table ronde, cette rencontre aujourd'hui sur l'écoféminisme, combat d'aujourd'hui. Je m'appelle Camille Bageux, je suis docteure en études genre et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Corinne Morel-Darleux, qui est autrice, militante écosocialiste, qui a notamment publié « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce » et plus récemment un essai dans la collection Halte de la Martinière Jeunesse, « Être heureux avec moi ». Également le plaisir de recevoir Sandrine Rousseau, enseignante-chercheuse en sciences économiques de formation, mais aujourd'hui députée écologiste de Paris et écoféministe. Épine Arcélec, féministe, antimilitariste et sociologue à l'Université de Côte d'Azur, qui est réfugiée en France sous le coup d'un mandat d'arrêt international et victime d'un acharnement judiciaire sans précédent en Turquie, avec de récents rebondissements, avec un procès qui s'est tenu le 29 septembre et une nouvelle demande d'extradition de la Turquie vers la France et une solidarité internationale qui s'amplifie à son égard. Je vous remercie infiniment donc pour votre présence aujourd'hui. Je suis très heureuse de discuter ensemble de cette question de l'écoféminisme. L'objectif de cette rencontre, ça va être de réfléchir ensemble à la façon dont ces mécanismes de domination qui légitiment et sous-tendent l'exploitation de la nature et du vivant s'imbriquent avec ceux de la domination masculine. Dans un contexte qui est le nôtre, qui est aussi un contexte d'aggravation de la crise climatique, on en voit les effets tous les jours, l'écoféminisme est apparu et semble proposer une réponse à la fois aux demandes de justice sociale et de justice climatique, et notamment dans un contexte réactionnaire qui se fait sentir de plus en plus en Europe. Donc, le format de cette rencontre va être le suivant. Je vais d'abord poser des questions, nos intervenantes vont répondre, et puis un deuxième tour de questions pour qu'elles puissent également échanger entre elles. Puis par la suite, on aura l'occasion de discuter, d'échanger avec vous, avec des questions-réponses. Donc, une première question pour vous toutes, ça serait déjà, pour vous, qu'est-ce que c'est que l'écoféminisme et comment y êtes-vous parvenus dans vos parcours respectifs ? Corinne, si tu veux commencer. Oui, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que vous êtes très, très nombreuses et nombreux. Et comme on se faisait la réflexion, désolé, nous, on est très hautes et très loin, ce qui fait un format un peu étrange. On va essayer de ne pas être trop surplombante par nos propos. Moi, je suis arrivée... alors, déjà, je ne sais même pas, en fait, si je suis arrivée à l'écoféminisme, mais en tout cas, on m'y ramène de manière assez régulière. Moi, j'ai pas dans mon parcours politique, le féminisme était finalement assez peu présent. Moi, j'ai un parcours politique et une culture politique plutôt marxisante que féministe. Et ce qui m'a vraiment amenée à me poser des questions, sur cette question du féminisme et sur la place des femmes et sur la place des femmes dans la révolution, quel que soit ce qu'on met derrière ce terme, c'est finalement par l'internationalisme que j'y suis arrivée, et notamment en me rendant au nord-est de la Syrie, donc dans la partie qu'on a appelée très longtemps le Rojava, où de fait une révolution a lieu qui place les femmes en première place. C'est notamment une révolution qui a beaucoup été menée par les femmes kurdes. Et c'est vraiment en me rendant là-bas que tout d'un coup, cette question de la place des femmes, le fait de côtoyer des femmes qui n'étaient jamais sorties de chez elles parce qu'elles n'y étaient pas autorisées et qui tout d'un coup, pour la première fois, siégeaient dans des assemblées politiques, démocratiques, qui tout d'un coup, pour la première fois, montaient des ateliers de couture, des coopératives paysannes,
leur témoignage et le fait de vivre quelque temps avec elles m'a vraiment ébranlée, en fait, sur la différence que ça pouvait faire et sur le décadrage de regard que ça pouvait procurer de séjourner dans des lieux comme ceux-là. C'est-à-dire qu'en fait, en revenant de ce genre d'expérience, on revient avec une autre perspective, avec un autre regard, on est décentré d'une certaine manière. Et il y a plein de choses qui m'avaient jamais sauté aux yeux avant en France, qui en revenant m'ont sauté aux yeux sur justement cette question de la domination de modèles masculins dans notre société. Et donc c'est vraiment par ce biais-là que j'y suis arrivée, avec un féminisme qui, comme elle l'explique elle-même, ne vise pas à donner les mêmes droits aux femmes dans le système actuel, mais bien à changer le système actuel. Merci beaucoup. Sandrine? Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse aussi de vous voir aussi nombreux et nombreuses, et je vais vous dire que je suis très très heureuse d'être ici parce que je passe maintenant beaucoup de temps dans ma vie dans un hémicycle de l'Assemblée nationale où c'est très dur c'est dur, franchement c'est dur d'y être, c'est dur de voir à quel point il y a un aveuglement sur le monde, sur les inégalités, sur la souffrance du monde et sur la dégradation de celui-ci. Et en fait, c'est un espèce d'endroit hors du monde où il y a des gens très sachants, très sûrs d'eux-mêmes, très imbus de leur pouvoir, qui expliquent combien nous devons aller chercher le PIB. Je ne sais pas si c'est avec les dents, mais en tous les cas, aller le chercher par tous les moyens. Et en fait, moi, je subis presque un truc de dystopie quand je suis là-bas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un monde clos sur lui-même, complètement fermé sur lui-même, qui réfléchit et qui s'auto-congratule lui-même. Enfin, voilà. Et donc, ça me fait énormément de bien de vous retrouver et de retrouver les luttes comme ça, les lieux de lutte régulièrement, parce que c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Et je peux vous dire que je pense beaucoup, beaucoup à vous, après, quand je suis dans le velours rouge et sous les dorures de l'Assemblée. Alors, comment je suis venue à l'écoféminisme ? Peut-être d'abord, je vais commencer par la définition que je donnerais de l'écoféminisme, qui est... Alors déjà, l'écoféminisme, il faut savoir que ça ne souffre pas vraiment de définition, et c'est en cela d'ailleurs que c'est une matière qui, pour moi, est très intéressante, parce que c'est une matière qui est plastique, qu'on s'approprie un peu en fonction de notre parcours, de qui on est, de où on est, de nos combats, etc. Mais pour moi, il y a quand même un fil rouge dans toutes les manières de voir le féminisme, qui est cette interrogation de la prédation. C'est-à-dire, au nom de quoi nous sommes dans un rapport de prédation avec d'autres humains, avec la planète, avec les animaux, et qu'est-ce qui génère ce rapport de prédation et pour quel bénéfice, en fait, à qui profite cette prédation. Et donc, au cœur de l'écoféminisme, il y a les dominations, et non pas juste les inégalités, qui sont des espèces d'éléments statistiques, certes cruels, mais statistiques, mais la domination, pour moi, est un mot qui est un peu plus fort, au sens où il dit qu'il y a des acteurs et des organisations derrière cette domination, et que si nous ne réfléchissons pas en termes de rapports sociaux sur la planète comme sur les inégalités et de genre et économiques et les inégalités raciales, etc., eh bien, nous ne sommes pas en mesure de prendre le virage que nous devons absolument prendre de manière très rapide et très brutale, j'ai envie de dire. Parce que ce n'est pas une technologie supplémentaire qui va nous sauver dans l'état actuel de la situation, ça n'est pas non plus, même j'ai envie de vous dire, une simple réforme de la démocratie ici ou là, c'est profondément un changement de société, il n'y a que comme ça que nous prendrons le virage écologiste. Alors comment je suis venue à l'écoféminisme ? Eh bien par quelque chose qui n'a pas été très agréable. J'ai l'habitude de dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite sur le féminisme parce que je suis née un 8 mars. Donc, si vous voulez, ça fait quand même réfléchir très tôt sur les rapports de domination, cette date de naissance. Mais après, je suis rentrée en écologie par un syndicat étudiant qui s'appelait Chiche, à l'époque, qui était un syndicat alternatif et écologiste. Mais là où vraiment je me suis intéressée à l'écoféminisme, c'est quand j'ai dénoncé des violences sexuelles à l'intérieur de mon parti politique. Et un parti politique qui
qui se revendiquaient féministes. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu une crise de foi politique. C'est-à-dire quand je me suis aperçue que les violences duraient depuis plus de 15 ans, que l'organisation parti politique n'avait pas agi, etc. Et je me suis dit, mais en fait, comment on peut être écologiste, faire ça, etc. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et c'est là que je suis tombée sur les écrits de Maria Mies, dont je viens d'apprendre par Corinne qu'elle est décédée il y a 3 jours. Et vraiment, pensez à toi, Maria, parce que ça vraiment, ton livre a été parmi les livres qui m'ont vraiment bougé de position. Et donc, je suis tombée sur les écrits des écoféministes et c'est comme si tout à coup, tout s'éclairait. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un continuum des dominations, un continuum de la violence et un continuum de la prédation. Et qu'en fait, si on ne s'attaquait pas à ce continuum, on pouvait toujours continuer à avoir des mots, mais ça restait des mots ou des actions politiques, mais ça restait des actions politiques cantonnées. Et que si on veut changer le système, il faut s'attaquer aux dominations. Merci beaucoup. Même si on a grandi dans d'autres contextes, il y a beaucoup de côtés parallèles, je trouve. Bonjour. Donc, comme mes amis ont dit, il n'y a pas un seul féminisme, il y a des féminismes, il n'y a pas un écoféminisme, il n'y a pas une seule conception d'écoféminisme, il y a plusieurs. Et ça se construit en fonction des expériences différentes et en fonction des sources d'influence aussi. Donc moi, je vais juste dire quelques mots, comment j'ai grandi dans... Donc j'ai vécu dans un pays où il y a une autre répression qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et quand j'étais petite, il y avait un coup d'État militaire, 1 million de personnes en prison, donc répression énorme. Mais dans ce contexte-là, j'ai été témoin à l'émergence de nouveaux cycles de contestation qui se grandit avec, donc c'était la gauche révolutionnaire était défaite, mais sur les décombres, c'est juste décombres, il y a eu plein de feuilles et des fleurs qui poussent dans le béton parce que vraiment c'était bétonné, et c'est dans ce contexte-là que j'ai grandi avec une revitalisation politique parce que la multiplication des causes. Et comme tu es toujours sous les répressions, tu es obligé de converger. Et tu es obligé de converger, ça fait quoi? Quelquefois, ça ne passe pas toujours bien. Si la convergence dure 1 année, ça ne change pas grand-chose. Mais quand ça continue, il y a des voyages d'idées, voyages des expériences, voyages des concepts, etc. Et le mouvement féministe en Turquie était très, très, très important dans cette revitalisation politique. Donc, grâce à ce mouvement, le mouvement libertaire s'est développé, le mouvement écologiste est développé, antimilitariste et les autres. Donc, c'était vraiment un espace de revitalisation. J'avais beaucoup de chance de grandir ça. Vous avez vu, donc, Corinne a parlé du mouvement kurde. Moi, j'étais une fille turque, donc personne n'est parfaite. J'étais très jeune et j'étais allée au Kurdistan et dans un village où j'ai découvert une légende que tout le monde racontait. C'était une troubadour c'était très secret et on me disait c'était de kurde en turc. À l'époque, je ne parlais pas kurde et donc il me traduisait. Et j'ai découvert qu'un personnage, Shahmaran, s'appelle Shahmaran. Regardez bien, Shahmaran, c'est une déesse semi-femme, semi-serpent. Et j'étais très jeune. Et cette personnage, n'oubliez pas que les Kurdes étaient islamisés après, elles étaient yézidis avant. Yézidis, donc ils pensent que le diable c'est dialectique, tout est dialectique. Et le feu est très important, le soleil, tout ça. Et Shahmaran, elle connaît tous les secrets de la nature. Tous les secrets de la nature. Et toute l'histoire qui dure, je ne vais pas vous raconter, qui dure 5 jours, 5 nuits, qui parle comment les êtres humains ont accaparé, et l'ont tué à la fin, et accaparé sa connaissance pour le pouvoir. Et le Dengbej, le troubadour, disait que Shahmaran, c'était une sage. Elle n'a jamais utilisé son pouvoir, non, sa connaissance pour le pouvoir.
Et donc, et moi, j'ai découvert ça, et en même temps, j'étais dans d'autres luttes, et c'était très important. Shahmaran, quand j'ai quitté la Turquie, dans mon petit sac, il y avait Shahmaran aussi. Et aller dans toutes les maisons des Kurdes, vous allez voir, partout il y a des Shahmaran, même s'ils sont islamisés, mais ils gardent ces mémoires. Donc ça, c'était très important. Et le mouvement kurde aujourd'hui, comme Corinne a parlé, a mis au centre de sa transformation sociale écoféminisme, écologie sociale et écoféminisme. Et c'est très important. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas un seul féminisme, il y a plusieurs écologies féministes. Dans cette région aussi, il y a des débats. Les féminismes et écoféminisme n'est pas une doctrine, et heureusement. C'est des débats, c'est des théories qui se discutent, qui se transforment, c'est dynamique. Et donc, il y a plusieurs débats, il y a plusieurs différents concepts, etc. Donc, il y a beaucoup de critiques aussi sur cette expérience, parce qu'en même temps, mais cette expérience n'est pas figée. Et même dans cette expérience, il y a des débats qui se transforment, etc. Mais est-ce qu'on va retourner à la nature? Est-ce qu'on va idéaliser la nature, idéaliser la femme? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mais maintenant, par exemple, en France, quand je suis venue en France, j'ai cherché des repères, des groupes qui me ressemblent ou qui peuvent... Et j'ai trouvé Shelter. Donc, c'est un groupe qui est organisé, c'est une organisation écoféministe en France, et c'est plutôt les femmes paysannes qui ont créé. Donc, vous pouvez trouver aux Pyrénées, aux Landes, partout. Et c'est un réseau très important des sorcières. Et maintenant, je fais partie de ce réseau. Mais ce réseau aussi a passé des étapes qui avaient idéalisé la nature, retour à la nature, etc. Maintenant, elles sont plus radicales que ça. Alors, je pense que à partir de mon expérience, à partir de notre expérience collective dans cette région, je ne dis pas Turquie parce que les frontières nationales ne veulent pas dire grand-chose, mais dans cette région générale, et la répression meurtrière nous a poussé aussi, pas qu'à la résistance, mais à chercher des solutions radicales. Vraiment, ce que vous avez dit en France, plus jamais ça, non? Nous, on le dit, plus jamais ça, mais ça nous permet à chercher quelque chose de radical qui ne permet pas à. Donc chercher une transformation plus, comment on dit, plus totale, non pas totale, mais plus cohérente avec tout ça. Et donc, écoféminisme a été très important dans cette dynamique, parce qu'on demande, quand je dis radical, ça veut dire racine. Je ne parle pas d'autre chose. Et donc, comment se légitime les systèmes de domination en s'appuyant sur l'un l'autre, et pas seulement se légitime, mais comment ils se nourrissent, comment ensemble ils développent une rationalité commune, et surtout le patriarcat et l'anthropocentrisme. Donc l'anthropocentrisme est très discuté depuis très longtemps. Donc j'ai grandi avec toutes ces discussions. C'est pas le fait de tuer un animal ou manger un animal, c'est pas ça. Mais comment l'être humain, la civilisation de l'être humain s'est construite en se mettant au centre et a vu les autres êtres pour servir à soi-même. Vous me comprenez? C'est-à-dire comment nous avons le droit à faire ça, et comment on développe des liens avec les autres êtres. L'industrie agriculture, etc. Mais pas seulement ça, même les animaux domestiques. Comment nous pouvons vivre? Donc, dans mon dernier roman, les fourmis zinzines, Azucena et les fourmis zinzines, je parle beaucoup de ça. Comment on peut vivre avec des êtres, on peut être amis, on peut parler de l'amour, qu'on attache par le cou et on tire comme ça. C'est vraiment quelque chose qui devient normal pour notre regard. Quelle place on met la place, quelle relation on a avec ces vivants. Pour parler vite, parce que je crois qu'on va parler après, mais
aussi la rationalité, le dualisme. Donc l'écoféminisme a développé une critique très radicale par rapport à notre rationalité. Ça commençait par les religions qui ont mis au centre de la vie les êtres humains, mais après ça continue avec le paradigme cartésien, la rationalité, etc. Donc qui a divisé la nature, l'humain, la culture ou la folie, je ne sais pas, la rationalité, etc. Donc qui a mis à côté toutes les êtres qui sont en dehors de l'ordre, et l'ordre, au pouvoir, dit que moi, j'ai le droit à. Donc, nous pouvons trouver les racines de la colonisation. Comment l'Occident a dit, moi, j'ai droit à. Mais ça devient normal. Et c'est dans cette normalité que nous devons chercher l'idéologie qui nous anime. Et si on ne change pas les lunettes, on ne change pas nos regards. Et notre regard, c'est quelque chose de très idéologique. Et c'est pas comme les lunettes qu'on peut jeter comme ça. Je ne peux pas, ils sont chers, mais c'est pas comme les lunettes qu'on peut jeter. Nos regards, c'est vraiment les sentiments, l'idéologie, les habitudes. Et c'est là qu'on doit creuser et faire une transformation sociale. Et cette radicalité me maintient. Maintenant, je suis dans une période sidérée, très dans une difficulté, mais cette vision me donne beaucoup de force parce que je sais comment, je comprends comment les choses, comment la banalité de mal est possible. Voilà, merci. Merci infiniment. Alors, on a parlé en effet de ce continuum de rapports de domination, de la radicalité, des projets politiques, des désaccords aussi qui pouvaient exister entre ces différentes visions du féminisme, des féminismes. Alors, ma question, elle est peut-être un peu difficile, mais je pense qu'il faut la poser. C'est, une fois qu'on a théorisé, on a pensé l'écoféminisme, qu'on a pensé ces liens, comment une perspective écoféminisme, ça change nos pratiques militantes, ça change nos projets politiques, pour vous? Oui, alors Sandrine l'a dit tout à l'heure, effectivement, on a appris donc, le décès de Maria Millas cette semaine. Et moi, j'avais envie de parler d'elle et de parler de ses travaux aujourd'hui, à la fois en guise d'hommage. Donc, Maria Millas est décédée à l'âge de 92 ans. Et elle a beaucoup apporté aux travaux sur l'écoféminisme, et justement en le faisant sans jamais dissocier la question de la théorie de la question de la pratique, par rapport à ce que tu disais, Camille. Et c'est en ça que je trouve son travail particulièrement intéressant. Ça me semble par ailleurs être un des volets peut-être les plus politiques et les plus inspirants de l'écoféminisme. Donc elle a travaillé à partir du début des années 80 avec d'autres autrices sur ce qu'elle a nommé la perspective de subsistance. Je vous conseille, alors c'est un peu épais, mais je vous conseille vraiment la lecture de cet ouvrage, La subsistance, qui vient d'être traduit en français et qui vient de paraître aux éditions La Lenteur, parce que cette perspective écoféministe de la subsistance, elle a plein de choses qui, moi, m'ont beaucoup rafraîchi, je dois dire, dans le domaine politique, à commencer par le fait que c'est une perspective. Donc, c'est pas un programme politique. Il s'agit bien, comme le disait Pinard, de changer de regard, de changer de perspective, de décentrer le regard et de commencer à regarder le monde différemment et à singulièrement le regarder, comme elles disent, par le bas. C'est-à-dire que la perspective de subsistance consiste finalement à remettre au centre de nos réflexions des choses qui ont pendant très longtemps été considérées comme accessoires, dérisoires, en tout cas ont été dévalorisées et qui, il se trouve, étaient des tâches qui étaient dédiées aux femmes et auxquelles les femmes étaient assignées. C'est-à-dire, ces tâches de la subsistance, c'est quoi ? Eh bien, c'est cuisiner, c'est coudre, c'est broder, c'est réparer, mais c'est aussi agencer
un lieu et un espace de manière à ce qu'il soit propice au dialogue, à une atmosphère paisible. C'est aussi le fait de prendre soin, le fait de faire plaisir. Toutes ces activités qui aujourd'hui sont considérées comme non productives, ne rentrant pas notamment dans le calcul du produit intérieur brut, mais qui sont évidemment absolument fondamentales pour mener tout simplement, comme le disait Maria Mies, une vie bonne. Et donc j'ai trouvé ça vraiment, pour moi c'est vraiment des travaux intéressants à ce titre-là et à d'autres titres. J'ai dit le fait de ne pas dissocier la théorie de la pratique, c'est au fondement aussi de la perspective de subsistance. Et ça, pour avoir beaucoup côtoyé à la fois des hommes politiques, mais aussi avoir beaucoup côtoyé d'activistes, il me semble que ces allers-retours entre la théorie et la pratique, on n'en fait peut-être pas suffisamment souvent, et que c'est vraiment ça qui permet à la fois de reprendre son souffle quand on est beaucoup dans la pratique et qu'on n'en prend pas forcément le temps de digérer, de comprendre, d'analyser, de prendre du recul sur ce qu'on fait. Et évidemment, dans l'autre sens, c'est aussi une manière de faire redescendre certains intellectuels de leur piédestal en leur mettant les mains dedans. Donc ça, la première chose. La deuxième chose que je trouve très intéressante dans ces travaux de Maria Mies et dans la perspective de subsistance, c'est le fait que elle, avec ses co-autrices, appelle à dépasser le concept de révolution. Alors, je vais vous dire exactement ce qu'elles disent parce que c'était vraiment très bien formulé. Si je le retrouve, évidemment. Je ne le retrouve pas. Donc, en tout cas, de dépasser le concept la notion même de révolution comme d'un changement brutal, de renversement de régime, ce qui est singulièrement en France, vraiment notre construction historique, politique, effectivement, d'un mouvement révolutionnaire. Et elles appellent plutôt à cesser d'attendre que les conditions d'un renversement de régime soient réunies et de commencer ici et maintenant, avec ce qui est déjà là, avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons, à changer les choses. Et ça, c'est très intéressant parce que ça rejoint les travaux d'anthropologues, par exemple, comme David Graeber, qui appelait à vivre comme si nous étions déjà libres. Ça rejoint tout le registre de l'action performative, autonome, dont la réalisation est portée dans l'action même, c'est-à-dire qui ne vise pas à établir un rapport de force avec des revendications qu'on va posé devant un État ou une autorité institutionnelle, mais qui vise vraiment à faire advenir le changement ici et maintenant. Alors évidemment, c'est pas une baguette magique, c'est pas une recette toute faite, tout n'est pas possible à accomplir dans ce registre. Il reste tout un champ qui relève aujourd'hui de l'institutionnel, de l'étatique, du registre législatif, etc. Mais ce n'est pas une raison, en gros, nous disent-elles, et en tout cas, moi, c'est comme ça que j'entends le message, c'est pas une raison pour attendre d'être un jour au pouvoir ou d'avoir un jour renversé ceux qui le sont pour commencer à s'organiser collectivement pour justement reprendre conscience de nos capacités à cette subsistance. Je rajoute au passage, parce que ce n'était pas leur contexte au moment où l'essentiel a été théorisé, même si elle parlait déjà de la microélectronique à l'époque, au début des années 80, que s'interroger sur ce qui nous permet de subsister et comment on s'organise collectivement pour répondre à ces besoins-là et à ces envies-là, c'est aussi une manière de se rendre moins dépendant et donc moins vulnérable à la fois de l'État et de ses institutions, mais aussi de notre dépendance et de notre vulnérabilité extrême aujourd'hui liée à l'usage du numérique, par exemple, à l'usage de l'énergie, de l'électricité, toutes ces choses-là sans lesquelles aujourd'hui nous ne savons plus rien faire par nous-mêmes.
Quand je vois le nombre d'applications qui sont là juste pour nous rappeler de temps en temps qu'il faut se lever et faire 100 pas avant de se rasseoir, je me dis quand même qu'on a atteint le fond en matière de développement d'un certain nombre de technologies, et que se réinterroger sur ces activités quotidiennes, regarder le monde par le bas, par ces activités de subsistance, est effectivement un changement de regard, un changement de perspective, et que c'est probablement par là aussi que peut commencer le sentiment de reprendre, de retrouver une puissance d'agir. Oui, alors, pour compléter ce que vient de dire Corinne, ce qu'il y a de très intéressant, je trouve, dans l'écoféminisme, c'est que ça modifie aussi les codes politiques et une forme d'esthétique politique. Alors, je l'appelle comme ça. Je n'ai pas encore trouvé de bons mots pour le dire, mais en fait, on a une forme un peu classique de la politique qui est en effet d'aller... et là, je vous parle en tant que femme politique, hein, je me positionne de ce point de vue-là, mais on a le rapport de force. On le voit d'ailleurs en ce moment avec les retraites, et ça a évidemment son utilité, que d'avoir des quantités de personnes dans la rue, et c'est la masse face à un homme tout seul qui décide parce qu'il est surpuissant, etc. Et en fait, l'écoféminisme renverse complètement ces codes du pouvoir et cette appréhension du pouvoir. Et moi, j'ai été très intéressée par les expériences écoféministes qui ont lieu un peu partout dans le monde et qui ont utilisé pour beaucoup l'art, la poésie, la danse, le tissage. En fait, tout ce qui sont des formes de compétences qui ont été assignées aux femmes depuis des siècles. Et elles utilisent ces compétences assignées pour en faire finalement une force politique. Et ça a été vrai de Greenham Common, par exemple, où il y a des femmes qui ont dansé nues sur des ogives nucléaires, autant que sur les luttes kurdes dont Pinard parlait, etc., où en fait, à chaque fois, il y a une esthétique différente. Et je rappelle quand même que parmi les grandes luttes écoféministes, il y a eu celle qui a consisté, le Pentagon Act, qui a consisté à tisser des liens de laine autour du Pentagone, de sorte que on a empêché la sortie ou l'entrée des personnes du Pentagone. Et en fait, elles sont arrivées avec des grandes marionnettes de sorcières. Et elles tournaient, elles dansaient, elles chantaient comme ça autour du Pentagone. Et finalement, cette esthétique politique qui est très décrédibilisée est aussi une autre manière de se positionner et d'inventer une autre société. Et moi, c'est vraiment là-dessus que je voudrais un tout petit peu insister, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde politique qui est empreint de codes de pouvoir qui sont des codes très virilistes de la politique, c'est-à-dire qu'on est dans la conquête, on est dans la puissance. J'entendais, ne serait-ce qu'hier, Bruno Le Maire parler, par exemple, de la France comme en devenir d'une puissance décarbonée, une puissance décarbonée. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà. Donc, en fait, on a ces codes-là de la politique. Donc, on est dans la conquête, dans la puissance, dans la stratégie, dans le rapport de force, dans la force aussi d'un homme face à un peuple, on le voit en ce moment, de la fierté, de l'identité. Alors qu'en fait, l'écoféminisme, c'est tout l'inverse de cela. C'est absolument l'inverse de cela. C'est comment être dans la coopération, comment être dans l'échange, dans l'écoute, comment regarder le monde depuis le bas, comment faire en sorte de ne pas avoir de pouvoir sûr, mais comment faire en sorte de trouver, comme dit Starhawk, du pouvoir du dedans, c'est-à-dire comment en fait la force que l'on a acquise par notre expérience, par notre vécu, eh bien on peut l'utiliser pour être dans la subsistance. Et en fait, profondément, l'écoféminisme, c'est un rapport modeste au monde. C'est un rapport humble au monde. C'est un rapport qui accepte la limite. Et en fait, si vous regardez la crise écologique qui se présente autant que la crise sociale, le sujet qui nous est posé, c'est comment réaccepter la limite. Comment accepter le fait qu'il y ait une limite à la cupidité
Et que si les individus n'ont pas des limites propres à la cupidité, alors comment collectivement nous les empêchons d'être trop cupides et de mettre en danger la cohésion et l'équilibre d'une société. Et on le voit aujourd'hui, on n'a plus de force de rappel sur les ultra-riches, sur les personnes qui s'émancipent du bien commun, qui s'approprient la planète, qui polluent éhontément. Et en fait, on n'arrive pas à les ramener dans le commun parce qu'en fait, on n'a pas une force de cohésion et un ensemble de règles collectives qui nous permet de gérer le commun. Et dans l'écoféminisme, il y a aussi cette idée selon laquelle le commun est plus important que le privé, que l'appropriation, que ce que l'on possède. Et en fait, si encore une fois, vous regardez le virage écologiste que nous avons à faire, eh bien, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons à accepter la limite. Nous avons à devenir humbles, parce que nous ne savons pas ce qui va se présenter. Nous ne savons pas l'ampleur de ce qui va se présenter. On sait que c'est dramatique, on le sait. On sait qu'aujourd'hui, on est face à un mur, et à un mur comme peu de civilisations ont eu à affronter. Mais on ne sait pas, en fait, concrètement ce qu'il y a derrière ce mur. On ne sait pas ce que ça va générer complètement en termes de désorganisation de nos modes de vie, des écosystèmes, de la planète. Donc, en fait, il va falloir apprendre l'humilité face à des éléments naturels dont toute la philosophie, toute la science, toute la technologie, tout le récit politique depuis le XVIIIe siècle nous a enseigné le fait que nous, humains, étions suffisamment forts et puissants que nous pouvions dominer la nature, la maîtriser et l'utiliser à notre seul profit. Et qu'en fait, on pouvait mettre en coupe réglée cette nature et que la noblesse de notre espèce était précisément d'être capable d'avoir une maîtrise. Nous sommes comme maîtres et possesseurs, disait Descartes. Nous sommes comme maîtres et possesseurs de la nature, mais nous sommes aussi comme maîtres et possesseurs des plus vulnérables. Il n'y a qu'à regarder notre histoire de colonisation, notre histoire d'esclavagisme, notre histoire encore aujourd'hui d'exploitation des plus faibles, pour voir que nous sommes comme maîtres et possesseurs des plus faibles. Et bien précisément, l'écoféminisme, c'est de ne plus être cela. Et c'est d'être au contraire dans un rapport au monde qui est un rapport de prendre soin, qui est un rapport de modestie et qui est un rapport de limite. Sommes-nous capables de le faire, cela, au fond? Sommes-nous en capacité collectivement de le faire? Et si oui, comment réussir à faire cela? Eh bien, l'écoféminisme répond par plein de manières différentes. Elle répond en disant qu'il nous faut des luttes qui soient différentes de celles que nous connaissons actuellement, qui sont des luttes de désobéissance au monde industriel et productiviste, qui sont des luttes d'autosuffisance, qui sont des luttes un peu finalement, comme l'a fait Gandhi en son temps, de ne plus dépendre d'un système capitaliste ou un système marchand. Elle nous dit aussi qu'il nous faut réinviter dans le débat politique, collectif, la notion de qualité, de respect de l'autre, d'écoute, d'échange. Et elle nous dit surtout que nous ne sommes que un parmi toutes les espèces de cette planète. Nous ne sommes pas supérieurs à ces espèces. Nous n'avons pas la culture en propre alors que la nature serait dévalorisée. Nous sommes la nature. Nous sommes parmi la nature et nous sommes la nature autant que les autres espèces. Et en fait, cette humilité-là, eh bien, c'est un défi qui nous est lancé aujourd'hui. Sommes-nous capables d'être suffisamment humbles pour renoncer à une forme de toute-puissance sur les autres et sur le monde? Et c'est cela que pose la question politique, à mon sens, aujourd'hui. Et quand on voit à quel point l'extrême droite prend la confiance et met dans les rues des hordes d'hommes qui revendiquent les codes de la masculinité toxique, viriliste, puissante et violente, qui prend l'espace, qui utilise la peur pour nous faire sortir de cet espace-là, eh bien, je me dis que c'est aujourd'hui et maintenant que nous avons absolument besoin de l'écoféminisme. Donc pour la continuité, j'ai demandé à Corinne si elle se souvient le nom, mais j'ai oublié. Excusez-moi, il y a une femme extraordinaire qui est en train de se promener en France. C'est une anthropologue indigène, donc qui vient de Mexique. Vandana Shiva. Pardon? Non.
Donc, elle a écrit un livre, Transformation, Révolution sans État, une chose comme ça. Mais je vais vous trouver après la conférence. Et elle est extraordinaire. Et elle nous a raconté une chose très intéressante. Donc, ça vraiment parle avec tout ce que a dit avec mes deux amis. Elle a raconté, elle a dit qu'il y a deux formes de résistance, disons. Une, tu résistes contre, tu te confrontes. Et quand il y a beaucoup de rapports de force, donc ça m'a beaucoup parlé, et j'étais avec les amis kurdes aussi, ça nous a beaucoup parlé, et quand il y a beaucoup de rapports de force, tu prends des coups, après tu te mets, après tu recommences, et c'est toujours comme ça. Et donc confrontation. Mais elle a dit, nous pouvons résister, nous pouvons continuer, pas juste avec la confrontation, pas juste avec le courage, tout ça, parce que nous gardons en nous la subsistance, comme tu as dit. Elle a dit qu'il y a plein de mécanismes sociaux, et aussi avec la nature, etc., que nous gardons, et c'est le secret. Donc ce que je parle dans mon roman, les paranoïaques, ils cachent tout. Et donc, c'est un secret, et grâce à ce secret, grâce à tout ce qu'on construit dans le quotidien, qu'on peut avoir la force pour continuer. Et elle nous a raconté leur secret, même elle a fermé les microphones, les téléphones, etc. Elle a partagé quelques exemples. Mais tout ce que je dis, c'est des choses communes, donc publiques aussi, mais c'est très important. Moi, je pense que si nous arrivons... la lutte a plusieurs formes. Et comme les dominations sont multidimensionnelles et multiformes, on doit lutter pas juste sous une forme, sur plusieurs formes. Mais si nous n'arrivons pas à créer notre force quotidienne, si nous n'arrivons pas à créer notre façon de faire, notre beauté, nous ne pouvons pas changer les choses. Moi, je me demande pourquoi les syndicats, les grands syndicats ou les grands partis politiques très gauche, etc., ne créent pas des espaces pour les enfants, ils ne créent pas les espaces pour les animaux. Pourquoi il n'y a pas des entraides de solidarité de tous les jours? Pourquoi il y avait des écoles alternatives à un moment donné, mais pourquoi on ne donne pas vraiment... l'énergie, je parle des grandes organisations, à ça aussi. Donc, écoféminisme propose aussi une forme de résistance qui, comme a dit mes deux amis, pas demande juste le courage, etc. Quelquefois nettoyer les toilettes, quelquefois ouvrir des chemins, le travail de quotidien de tous les jours pour pouvoir construire nos moyens, nos capacités, et pour pouvoir un peu s'autonomiser aussi des pouvoirs. Moi, je pense que c'est très important. En dehors de ça, il y a aussi une autre question. Donc, qu'est-ce que l'écoféminisme a apporté aux luttes? Donc, la manière de lutter, etc., je suis d'accord, mais je vais juste ajouter une autre chose. Vous savez, les opprimés, par exemple, les Kurdes en Turquie, la gauche turque disait que oui, la question kurde, c'est après la révolution. Il disait aussi pour les Arméniens la même chose, pour les LGBT, c'est la même chose, pour les femmes, la même chose. Mais quand les femmes sont organisées, quand les Kurdes sont organisés, quand les opprimés s'organisent et demandent leur libération, et les choses changent, même les organisations anciennes changent. Mais si nous pensons aux autres vivants, nous pensons aux animaux, par exemple. Alors, on va attendre qu'ils s'organisent, qu'ils changent. Les femmes, par exemple, les animaux sont hors droit, non, à peu près. Ne sont pas sujets de droit comme nous. Il y a beaucoup de différences. Et les femmes aussi étaient hors droit. Elles n'avaient même pas le droit de vote. C'est pas très ancien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était les femmes qui se sont organisées. Mais les animaux ne peuvent... je pense qu'ils résistent d'une manière ou d'une autre. Mais les rapports de force, c'est énorme. Donc, est-ce qu'on va attendre qu'ils nous transforment, ou nous devons quand même réfléchir sur
nos dominations, sur nos manières de faire. Je pense que pas besoin d'attendre. À partir des luttes des femmes, des luttes des autres opprimés, nous pouvons tirer des leçons pour changer nos rapports avec tous les êtres. Voilà, ça c'est une chose. Et une deuxième chose, donc à partir de là, l'écoféminisme, comme les autres, elle n'est pas seule, mais c'est une tentative de création radicale. Et aussi qui met dans les luttes l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle est aussi une autre éthique de soin. Et c'est pas seulement la solidarité, etc., mais prendre soin de l'autre. Elle a introduit ça, les féminismes en général, mais surtout l'écoféminisme, a introduit le concept de soin dans le quotidien, dans tous les jours. Je pense que c'est très important. Pour finir, je veux dire que j'ai une séminaire que je faisais beaucoup en Italie. Maintenant, je ne peux pas partir de la France parce que voilà. Mais je faisais dans les villages à partir d'arrivée d'extrême droite là-bas. Donc, le titre, c'était « Sans féminisme, pas de lutte efficace contre le fascisme ». C'était ça, c'est ça, toujours, je vais le refaire un jour. Et je parlais comment les fascistes sont très conscientes que le privé est politique, etc. Et à la fin de ma conférence, ou séminaire, je disais que sans féminisme, c'est pas possible. Mais juste avec le féminisme, non plus. Donc, juste avec l'écoféminisme, ce n'est pas possible. On ne peut pas réduire la complexité du monde. Juste, il faut se questionner toujours, il faut être ouverte, il faut relier des différentes critiques sociales, il faut se transformer. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et cette discussion vraiment riche. Oui. Je pense qu'un des éléments qui ressort vraiment, c'est cette question de la convergence des luttes et de ces rapports, de ces différentes visions qui doivent être incluses. Et je pense que l'écoféminisme, c'est un bon point de départ pour penser cette convergence, notamment dans un cadre de mouvements écologistes qui sont souvent portés par des personnes blanches de classe moyenne, et repenser justement la façon dont on fait de l'écologie, voilà, de manière intersectionnelle, qui croise différents rapports de domination. Tout à fait. Alors moi j'ai plein de questions, mais je pense qu'on va peut-être laisser la salle, les questions à la salle. Je crois qu'il y a un micro qui circule. Oui, c'est ça. Donc n'hésitez pas à lever la main. Oui, il y a 2 questions. Question simple. Marie-Agnès voudrait son nom de famille et le nom de l'éditeur de votre livre cité. Oui. Alors, je veux bien répéter. Je voudrais le nom de Marie-Agnès dont vous avez parlé et je souhaite le nom de l'éditeur du livre dont vous avez parlé. Merci. Alors, c'est très mignon, mais c'est pas Marie-Agnès, c'est Maria Mies. Pardon, j'ai vraiment pas dû bien articuler. Donc, c'est Maria Mies, M-I-E-S. Et le livre s'appelle La Subsistance et il a paru aux éditions La Lenteur. Excellente maison. La lenteur, c'est joli, non ? Il faut être sportif. Oui, c'est bon. Merci. Nous sommes ici dans une région qui a une histoire très prégnante sur le plan religieux, notamment chrétien. On le voit même ici, quand on visite un petit peu le village de Thorens-Glières, il y a une présence importante des monuments. Et j'aurais voulu connaître votre point de vue, chacune des 3, mais peut-être notamment, la question s'adresse peut-être notamment à Sélec, quelle est votre vision de la religion par rapport à l'écoféminisme, sachant que partout où la religion progresse, on sait historiquement que les droits des femmes régressent. Merci. Que les lois La question portait sur quelle est votre vision de la religion vis-à-vis de l'écoféminisme, avec
Alors, je pense qu'il y a matière à nuancer, en tout cas sur la question des liens entre religion et oppression des femmes. Mais en tout cas, voilà, la question porte sur quels sont les liens entre votre vision de la religion dans un cadre écoféministe. Qui commence? Allez, je vais commencer. Bon, pour moi, dans l'écoféminisme, il y a une dimension chez certaines écoféministes très prégnante de chamanisme, de sorcellerie, d'une religion qui est beaucoup plus en lien avec le monde naturel et en connexion avec ce monde naturel. Moi, je vais vous dire ma position qui est très personnelle sur les religions, c'est que je pense que les trois religions monothéistes, les trois grandes religions monothéistes sont d'accord sur une chose, et une seule, c'est l'exploitation des femmes. Et qu'il est absolument incroyable que ce positionnement-là ne soit pas davantage interrogé sur ces trois religions monothéistes, que par exemple ça soit encore un psychodrame tellement dramatique qu'on n'arrive même pas à faire en sorte qu'une femme entre dans le clergé catholique, par exemple. Enfin, au nom de quoi? Au nom de quoi? Et en fait, si on parle d'ordre patriarcal, eh bien, les religions en sont un des piliers. Et ça fait partie sans doute des choses à penser et auxquelles s'affronter, que de repenser ces religions monothéistes, non pas comme des ordres sociaux, mais pour retrouver sans doute plus de spiritualité et moins d'ordre social et d'ordre politique derrière ces grandes religions. Et là, je n'ai pas de solution parce que je ne pense pas qu'elle soit extrêmement simple, mais je pense que ça fait partie des sujets très importants auxquels il nous faut nous affronter maintenant, aujourd'hui, dans notre société. Je peux juste ajouter qu'il y a une chose, les trois sont patriarcales, mais très anthropocentristes aussi. Ah bah oui. Donc vraiment, comment il faut couper les... Donc il y a plein de choses qui dit que les animaux, tous les êtres, tous les vivants sont au service de l'homme. Et ça, c'est très lié au patriarcat, c'est légitimé aussi par les religions. Ni Dieu ni maître. Oui, moi je m'inscris totalement dans ce que vient de dire Sandrine et Pinard, et ça a été très bien dit. Donc j'ai rien à ajouter par rapport à ça. Donc on dit ni Dieu ni maître, nous trois. Oui, bonjour. Moi j'avais une question par rapport au féminisme sur la maternité. Parce que Qui parle, pardon, juste... Parce qu'en fait, le sujet de la famille, c'est toujours la droite et l'extrême droite qui s'en emparent, et ça ne devrait pas être le cas. Dans l'écoféminisme, il y a quand même aussi la question de la maternité qui apparaît. Enfin, quelles sont vos visions dessus, notamment par rapport à ce qui se passe en ce moment avec la Macronie, où on va refermer des maternités, créer des hôtels à côté pour déclencher les femmes, où on ferme les jardins d'enfants, où on va créer un service public de la petite enfance pour en caserner tout le monde. Enfin, la destruction de l'école, de l'instruction en famille, etc., etc. Donc, quels sont un peu vos positionnements, les idées que vous avez sur la famille et la maternité? C'est à moi de commencer. Je pense que c'est la grande erreur du féminisme matérialiste que de ne pas penser la femme en tant que mère. Voilà, je pense que elles sont... Enfin voilà, nous sommes précisément mères, et d'ailleurs dans les luttes écoféministes, c'est souvent au nom du fait d'être mère qu'elles revendiquent les choses. D'ailleurs, je vous recommande les livres de Fatima Wassak, par exemple, qui reprennent ça de manière assez magistrale. Après, il y a toujours il y a plusieurs choses derrière la question de la maternité. Il y a ce qui est quand même de l'ordre de la connaissance du coût de la vie, du prix de la vie, de l'importance de cette vie. Et je pense que ça, il ne faut pas quand même le nier, parce que qui a vécu une maternité, un accouchement, c'est quand même... voilà, on sait que... c'est pas juste un coup comme ça, quoi. Que c'est un peu plus que ça, de donner la vie. Après, c'est une assignation profonde aussi de faire ça. Et c'est pour cela que moi, parmi les psychodrames que j'ai déclenchés en France, il y avait l'histoire du barbecue et de l'entrecôte.
dont je reparlerai cet été. Mais il y avait aussi la question du partage des tâches domestiques. Et ça, moi, je voudrais m'attacher un tout petit peu à ça, parce que quand j'ai dit qu'il faudrait réfléchir sans doute à créer un délit de non-partage des tâches domestiques, j'ai eu des milliers de messages de haine, d'insultes, d'appels au viol, au meurtre, enfin tout ce que vous voulez. Et surtout, ce qui m'a frappée dans ces messages, c'est la quantité d'hommes, mais vraiment la quantité, qui me disaient « mais jamais je passerai l'aspirateur ». Et d'ailleurs, le roi de cela s'appelle Michel Sardou, puisqu'il l'a dit sur un plateau en disant « mais jamais je passerai l'aspirateur, c'est ma femme et ma femme de ménage qui passent l'aspirateur ». Si. Et donc, en fait, moi, c'est pour ça que je pense que, par exemple, la question des tâches domestiques, du travail domestique, et c'est ce que fait à merveille, par exemple, Maria Mies, est au centre aussi d'une critique écoféministe du monde et de la création d'une société écoféministe. C'est qu'on ne peut pas laisser un partage aussi inégal des tâches domestiques entre les hommes et les femmes, et particulièrement pas dans une société qui deviendrait une société de subsistance ou une société de ralentissement. En fait, aujourd'hui, les femmes font entre 8 et 12 heures de tâches domestiques supplémentaires aux hommes par semaine. Par semaine. 8 à 12 heures par semaine de plus, je leur dis, parce que c'est quand même un chiffre qui devrait alerter tout le monde. On fait 8 à 12 heures en moyenne de plus de tâches domestiques. Et on me dit toujours, l'homme nouveau est arrivé. Mais bien sûr, l'homme nouveau est arrivé, mais il a quand même mis du temps. Et par ailleurs, depuis les années 70, si vous regardez les statistiques, donc depuis 1970, les hommes font en moyenne par semaine 14 minutes de plus de tâches domestiques qu'en 1970. Soit 2 minutes par jour. Ce qui est un réel progrès, mais ce qui n'est pas suffisant. Et donc, en fait, ce qui a vraiment bougé en fait, depuis les années 70, c'est que les femmes font moins de tâches domestiques, notamment parce qu'il y a le lave-vaisselle, parce qu'il y a la machine à laver, et qu'en fait, ça a réduit le temps domestique des femmes, mais ça n'a pas augmenté celui des hommes. Et donc, il y a quand même quelque chose autour de le partage de cette subsistance, c'est-à-dire le partage de cette domesticité, le partage de cette modestie, de cette humilité, et aussi sans doute d'un travail qui n'est pas glorieux, qui n'est pas valorisé, qui n'est pas compté, qui est un travail de reproduction. Et c'est pour ça que pour moi, cette question du travail domestique est vraiment au centre des réflexions que nous devons avoir sur le modèle social et politique que nous appelons de nos voeux, parce qu'il n'est pas question que le monde fonctionne encore à ce point-là sur un travail gratuit, invisible et décrédibilisé des femmes. Comme les débats, les féminismes sont les débats, moi je vais apporter, je vais un peu nuancer ce que tu viens de dire, Sandrine, parce que je ne pense pas que les féministes matérialistes ont nié la maternité. Au contraire, elles ont réfléchi sur le travail de maternité, de reproduction, qu'est-ce que ça crée, etc. Donc, les conséquences matérielles de cette situation, donc elles ont juste réfléchi, elles ont essayé de développer une critique, surtout Colette Guillaumin en France. Donc, moi, je trouve que c'est très, très important. Mais on ne peut pas rester juste là. Mais ce n'est pas la maternité c'est pas notre côté naturel, donc on n'a pas besoin de naturaliser aussi notre position opprimée. Donc il y a des conditions matérielles qui font que, mais c'est pas ces conditions matérielles qui nous ressemblent à la nature, etc., qui vont nous émanciper non plus. Et je pense que par rapport aux maternités, il faut réfléchir que l'écologie et le féminisme est aussi très, très utilisé par l'extrême droite à partir de ces choses-là aussi. Et écologie profonde, vous savez, en Allemagne, il y avait plein de mouvances écologistes pour légitimer l'ordre social qui est vu comme naturel, et à partir de la nature de la femme, des hommes, etc. Éric Zemmour, il parle toujours de tout ça, et autres, j'ai oublié son nom, mais autres
fasciste qui parle beaucoup dans les vidéos, il parle vraiment avec ces mots des femmes, nature, etc. Donc moi, je veux bien qu'on doit, comme j'avais proposé tout à l'heure, toutes les organisations fortes doivent penser à l'organisation du quotidien pour créer le renforcement de nous, de la société, pour continuer à se renforcer. Mais la maternité, moi, je n'ai jamais voulu faire d'enfant, je n'ai pas envie. L'autre a voulu, mais ça ne change pas qu'elle est plus naturelle, elle a plus de c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas... Et quand on dit le positivisme, il a beaucoup fait ça aussi. Il a beaucoup sali notre pensée en disant que c'est naturel et ça devient indiscutable après. Donc moi, je pense que tout change, tout est dynamique, rien n'est statique, et même les corps, qu'est-ce que c'est que ces femmes, qu'est-ce que c'est que les hommes, tout se transforme tout le temps. Donc voilà. Oui, juste un mot, alors pas tant sur la maternité que sur la question des tâches domestiques, parce qu'il me semble qu'on touche avec ça, en fait, quelque chose de beaucoup plus large que la question du partage des tâches domestiques entre hommes et femmes. C'est-à-dire qu'en fait, on touche là cette tendance, effectivement, à refuser de se poser des limites et d'avoir un rapport modeste au monde, comme le disait tout à l'heure Sandrine, et que ça passe par le fait de se donner l'illusion, en fait, qu'on est d'autant plus puissant, libre ou je ne sais quoi, qu'on ne s'abaisse pas à réaliser certaines tâches. Et qu'il y a tout un mécanisme de délestage, en fait, des tâches jugées dégradantes sur d'autres que soi. Que ce soit sur sa femme, que ce soit sur sa femme de ménage, mais que ce soit aussi sur les colonies ou anciennes colonies qui continuent à devoir gérer aujourd'hui nos déchets, qui continuent aujourd'hui à nous fournir de l'uranium, etc. Il y a vraiment ce principe de se délester sur d'autres, de choses que l'on pourrait faire soi-même et que pendant longtemps, on a fait soi-même. Alors, il ne s'agit pas, une fois de plus, de prôner un retour en arrière, mais simplement de se dire que si tout n'était pas mieux avant, il y avait quand même peut-être des choses qui l'étaient, et des choses qu'on a de manière, à mon sens, très inquiétante et tout à fait critique, et qui vont l'être de plus en plus dans les années qui viennent, désappris à faire. Il y a plein de choses qu'on ne sait plus faire. Je parlais tout à l'heure de coudre, de réparer, de cultiver. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui aujourd'hui, et singulièrement dans le domaine de l'agriculture, par exemple, avec l'agriculture 2.0 entièrement numérisée, où vous avez aujourd'hui des systèmes de guidage par satellite des tracteurs, ou des applications qui disent aux agriculteurs quand ils doivent aller arroser, quelle parcelle, etc. Tout ça, c'est des savoir-faire qui se perdent, en fait, qui ne sont plus transmis ni de génération en génération, ni dans le système social tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et tout ça, moi, me paraît fort inquiétant. D'abord parce qu'il me semble que c'est une question de dignité, en fait, de ne pas se délester sur d'autres de ce qu'on peut faire soi-même, surtout si on considère que c'est dégradant, première chose. Et ensuite parce que, comme le disait Sandrine tout à l'heure, on ne sait pas vers quel mur on se dirige et on ne sait pas dans quelles conditions il va falloir apprendre à vivre demain et avec quel type de ressources et quelle manière de répondre à nos besoins fondamentaux ou de se faire plaisir, tout simplement. Et donc, par rapport à ça, je voulais dire, et aussi en réaction à ce que disait Pinard tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas des espaces pour enfants, des espaces de soins, etc., que ce soit sur ces espaces de soins, que ce soit sur la question de reprendre des savoirs qu'on a désappris. Pour moi, ça, c'est des choses vraiment dont j'ai trouvé toute l'énergie et toute la présence, justement, dans d'autres
d'autres mouvements politiques qui ne sont pas les syndicats et les partis politiques, que sont les soulèvements de la terre, que sont les chantiers de reprise de savoir, de reprise de terre, que sont les fermes collectives, que sont les ZAD, Des espaces libertaires plus. tous les lieux de lutte collective auto-organisés où en fait on renoue avec ça. On renoue avec la cantine collective, avec le fait de prendre soin les uns des autres. Je veux dire, à Sainte-Soline, évidemment, la violence de la répression policière fait que c'est surtout ça qui a été le sujet des actualités. Mais à Sainte-Soline, il y avait une base arrière, des espaces de soins. Il y a eu des cellules d'aide psychologique qui ont été mises en place. Et moi, ce souci-là du soin, ce souci de l'esthétique et cette capacité à dépasser une image très martiale, finalement, de la politique et de la lutte, je dois dire que ça fait que 4 ans que je la trouve, et c'est dans ces endroits que je la trouve, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, c'est ces mouvements-là où il faut être, qu'il faut accompagner, qu'il faut soutenir, et avec lesquels il faut rester solidaire jusqu'au bout. Juste, il y a eu des analyses sociologiques quand même dans les mouvements, alors pas ceux que tu cites, mais sur d'autres mouvements comme ça, où la question des tâches domestiques était, enfin des tâches de reproduction, n'était pas si simplement partagée que cela. Et d'ailleurs, il y a des travaux très intéressants des socialistes utopistes, des Fourier et autres, qui expliquent que, par exemple, la question des déchets était une question ingérable au sein des phalanstères ou des propriétés, enfin des lieux communs de vie. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des écrits de Fourier qui disent que c'est aux enfants d'aller vider les sacs poubelles parce qu'il n'y a que eux dans la communauté qui acceptent de le faire de manière simple et sans a priori. Et donc, en fait, je veux dire, même dans les zones libertaires, en fait, il y a quand même encore un petit sujet. Donc, c'est mieux qu'ailleurs, ça c'est indéniable, mais ça n'est pas non plus un lieu idéal du point de vue du partage des tâches. Et je pense que c'est vraiment un point sur lequel on ne peut pas être faible là-dessus. Voilà. Mais ça se construit. Mais je pense effectivement, et de la même manière que je parlais tout à l'heure du nord-est de la Syrie et du Rojava, de la même manière que voilà, c'est pas un territoire où tout d'un coup, du jour au lendemain, les femmes ont pris leur place de manière naturelle et sans que... Voilà, tout ça, évidemment, comme elles le disent elles-mêmes, on ne change pas 5000 ans de patriarcat comme ça. Et je pense qu'il reste des progrès, et il en restera probablement encore pendant un bail à faire sur toutes ces questions-là. Mais au moins, il y a des endroits où ces questions-là sont soulevées. Ouais. Où elles sont mises en débat collectivement, où il y a des tentatives de faire. Ça n'exclut pas, effectivement, et de toute manière, moi, ça fait un bout de temps que j'ai arrêté d'idéaliser quelques mouvements ou quelques situations que ce soit, mais au moins, là, il se passe des choses. En tout cas, moi, j'ai le sentiment qu'au moins, ça bouge, quoi. Ça tiraille, ça discute, ça essaye, ça expérimente, et voilà, c'est vraiment ça que je voulais souligner. Et ça se transforme aussi. Et ça se transforme. Oui, oui. Ça rejoint un peu ce que vous commenciez à dire par rapport donc aux récupérations par l'extrême droite et aussi en même temps à la multitude de discours écoféministes. Il y a un risque d'essentialisation finalement du corps de la femme et du genre. Et comment aujourd'hui on peut se positionner pour ne pas tomber dans justement un conservatisme du corps de la femme qui soit sacralisé et en tant que qui soit sacralisé en tant que corps de la femme tel qu'il est envisagé dans le genre aujourd'hui. Je ne sais pas si ma question était très claire. Alors déjà, à l'Assemblée nationale, au moment du débat sur les retraites, à un moment donné, j'ai dû crier dans l'Assemblée « lâchez nos utérus » tellement le Front National et la droite étaient certains que la réponse au supposé problème des retraites était le fait que les femmes, mais évidemment
les femmes françaises, blanches de préférence, je pense, fassent des enfants. Et qu'en fait, c'était ça le sujet, et que si on arrivait à relancer les politiques natalistes, alors on réglait le problème des retraites. Ce qui est surréaliste, mais ce qui était très, très, très présent dans les débats à l'Assemblée, vraiment très présent. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai pété un câble et que j'ai dit lâcher nos utérus, parce que vraiment, et d'ailleurs après, ça s'est calmé, mais parce qu'à un moment, il fallait remettre les femmes au foyer, et c'était ça qui allait résoudre notre crise. Donc en effet, il y a un sujet autour de cela. Moi, je ne dis pas que par nature, nous ayons une sensibilité différente au monde. Je dis juste que c'est par construction sociale. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que nous soyons, que les femmes soient assignées, qu'elles aient été reléguées au domestique, à la production du domestique, à la reproduction de la force de travail de ceux qui allaient à l'usine. Bon, je le dis de manière un peu caricaturale, mais c'était quand même ça, le 19e siècle et le 20e siècle. C'était que les femmes assuraient la reproduction de ceux qui, de la main-d'œuvre, et c'était une reproduction à la fois par les enfants qu'elles faisaient, mais aussi en faisant la nourriture, en assurant le foyer, et donc les conditions de cette reproduction était une assignation évidemment des femmes extrêmement puissantes, et ça a été extrêmement puissant au 19e siècle. Ça fait partie de cet ordre social qui a présidé à la révolution industrielle. C'est-à-dire le capitalisme dans lequel nous sommes n'est pas né de rien, et il est né d'un ordonnancement du monde. Et dans cet ordonnancement du monde, eh bien évidemment, il y avait les sauvages qui étaient du côté des peuples premiers et des peuples qui occupaient les colonies, qui existaient dans les colonies, et qu'on allait civiliser. Et en fait, cette répartition du monde entre ceux qui étaient du bon côté de la technologie, de la science, du savoir et de la noblesse, et tous les autres qui étaient du côté de ceux qui devaient être soit contrôlés, soit maintenus par la violence, soit cantonnés et assignés, eh bien en fait, cette répartition du monde a permis les conditions d'apparition du capitalisme, du profit et du libéralisme. Donc en fait, tout cela, c'est en cela qu'on peut pas avoir un discours sur le monde actuel, et compte tenu du changement que nous avons à faire de ce monde, nous ne pouvons pas avoir un discours sur le monde actuel qui ne soit pas un discours qui revienne aux racines de ce monde capitaliste, et se dire qu'il n'y a pas de monde écologiste et égalitaire et respectueux dans un monde capitaliste. En fait, on ne peut pas être capitaliste aujourd'hui, pardon de le dire comme ça, mais c'est plus possible en fait, c'est passé ce temps-là. Et donc maintenant, il nous faut inventer un autre monde dans lequel il n'y a pas cette répartition et cette assignation des tâches. Et donc, ce que je dis juste, c'est que l'assignation dont nous avons été les victimes finalement les uns les autres, les unes les autres, depuis des siècles, nous confère aussi une forme de compétence à être dans un nouveau monde. C'est-à-dire que la résilience, nous savons ce que c'est, la vulnérabilité, nous savons ce que c'est, la gestion des crises, le fait de devoir changer, d'être face aux aléas. Tout cela, en fait, l'assignation nous a obligés à apprendre à gérer ces affaires-là. Et donc, ça n'est pas par essence, mais c'est par construction sociale. Et ce que nous avons appris de cette construction sociale, aujourd'hui, constituerait des forces pour essayer de construire un autre monde. Non, moi, je voudrais juste souligner que, pour moi, on parle bien là de toutes les assignations, et y compris celle qui fait que, en fait, il est rare qu'on ait des débats où ce sont 4 femmes qui sont sur scène, et que moi, j'aimerais beaucoup qu'on ait aussi des débats avec 4 femmes sur d'autres thèmes que sur le féminisme. Tout à l'heure, je serai dans un autre débat. Et par rapport à l'extrême droite, je pense que comment on fait pour ne pas que l'extrême droite récupère, c'était ça la question, si je me souviens. Je pense que au début, vous vous souvenez quand les ouvriers, au début du capitalisme, avaient commencé de casser les machines. Les luttes, je ne sais pas en français, mais les machines, hein, ça veut dire, oui, les luttes. Et donc, c'est normal qu'il y ait au début des tentatives réactionnaires
Par exemple, oui, idéaliser la nature, idéaliser la femme. La femme va... C'est dit, qui dit Jean Ferrat? La femme, c'est l'avenir de l'homme. La femme qui va sauver... On nous met sur les épaules un truc énorme et on ne veut pas de ça. Et donc, quand on est toujours dans cette histoire de réaction où, par exemple, quand le mouvement LGBT a commencé à se développer, ils ont créé une passé... Et tout le monde était lesbienne ou homosexuelle, où les femmes avaient dit qu'il y avait une matriarcat très fort. Donc tout ça, c'est normal. Au début, tu passes des périodes comme ça. Mais après, l'équilibre, et ça, c'est important, et de voir la complexité. Il n'y a pas une seule chose. Donc, c'est multidimensionnel. Donc, il faut toujours penser à multidimensionnalité. Et si on arrive à faire ça, je ne pense qu'on est irrécupérable. On est irrécupérable parce que déjà, si on réussit à rendre concrète notre éthique alternative et commencer à voir ceux qui ne sont pas visibles, commencer à questionner à notre façon d'agir, je pense qu'on serait irrécupérable. Et on pourrait rendre la magie à la vie, je pense, comme ça. Et cette magie, c'est intouchable, je pense. C'est plus fort que les religions, c'est plus fort que les mensonges. Bonjour à toutes les quatre, et aussi au traducteur. Pardon, oui, c'est moi, excusez-moi. Merci déjà pour vos interventions qui étaient très intéressantes. J'avais 2 remarques, questions, donc je ne sais pas s'il faut que j'en choisisse une par rapport au temps de parole ou si j'ai le temps de développer les deux. Je ne sais pas si... Oh, ok. La première, c'était la remarque qui avait été faite sur la religion. Moi, je ne suis pas du tout forcément religieux ni affilié à quoi que ce soit, mais j'étais un peu gêné par le fait de catégoriser tout de suite les religions en disant que c'était forcément... une domination patriarcat ou quoi que ce soit. Quand vous parlez très vite, je n'arrive pas à... Je parle trop vite, d'accord. Oui, ok, je vais parler plus lentement, ça marche. Je disais que j'avais été un peu gêné par la remarque sur la religion et la catégorisation qui avait été faite. Je pourrais donner moi, c'est vrai que j'entends parler de mouvements de gens qui essayent de faire en sorte que les femmes, par exemple, puissent accéder à la fonction de prêtre dans la religion catholique. Je n'ai pas forcément d'autres exemples sur les 2 autres religions monothéistes parce que je ne suis pas fin connaisseur du sujet. Le point où je voulais en venir, c'est qu'il existe dans plusieurs mouvements différents, parfois des communautés ou des pensées qui s'affrontent dans l'esprit, mais qui peuvent se rejoindre et qui essaient de faire évoluer leur cause, qui essaient de faire évoluer, par exemple, la religion dans un contexte plus actuel. Est-ce que ça ne vaut pas le coup, justement, dans ce monde dans lequel on se dirige et on ne sait pas où on va, d'essayer plutôt de reconnecter du lien même avec des gens qui ont peut être très éloignés pour justement essayer de construire une société un peu plus... Comment dire, en prenant en compte un peu tous les sujets et voir comment on peut se mettre d'accord, même si des gens qui ne sont pas du tout d'accord. Donc ça, c'était la première question un peu large. Hein. Et la deuxième, c'était une remarque sur ce qu'a dit Corinne Morel, que j'ai beaucoup apprécié sur le fait de revenir aux tâches vers le bas qui ne sont pas valorisées, comme on disait dans le PIB, des espèces de tâches de base qui serait bien de revaloriser. On parlait des tâches ménagères, il y a beaucoup d'autres tâches, etc. Je suis assez d'accord sur la grosse charge mentale qui existe chez les femmes de la plupart des tâches ménagères. C'est un fait qui est très documenté. Je pense que la plupart des hommes ici peuvent se remettre en question sur ce qu'ils font ou pas. Moi, je le fais le premier. Est-ce que les féministes pensent aussi à la plupart des tâches qui peuvent exister, qui incombent aussi naturellement aux hommes de par construction sociale, et que, par exemple, les féministes disent moi, j'aimerais pouvoir faire. J'ai pas d'exemple qui viennent en tête tout de suite. Ouais, ça peut être des trucs comme ça, mais ça peut être autre chose. Parfois, il y a des femmes qui se le font et qui... Comment ? Ton exemple. Oui, réparer la voiture. Non, mais il y a des femmes qui réparent la voiture, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que les féministes se posent la question aussi sur de reprendre la main, elles, sur des tâches qui auraient pu être affiliées aux hommes de manière historique, alors qu'elles ne le sont pas du tout, parce que n'importe qui est capable de faire n'importe quoi, en fait. Voilà. Je trouve qu'il y a une acoustique aussi qui fait que j'entends assez mal, mais... Alors, donc, il y avait une première question qui portait sur la discussion qu'on a eue sur la religion. Si j'ai bien compris votre propos, c'est aussi une question de la convergence. Est-ce que le fait de
considérer que les religions seraient de facto opprimantes pour les femmes serait un facteur qui limiterait en fait peut-être le fait d'attirer certaines personnes dans nos luttes, si je résume ce que vous voulez dire. Parce que tout le monde n'a pas bien entendu, c'est pour ça. Sachant que, voilà, qu'il y a des efforts à l'interne de ces religions pour faire accéder aux femmes à des postes à responsabilité ou en tout cas à des lieux de pouvoir et de reconnaissance. Et la deuxième question, si je vous ai bien compris, c'était dans quelle mesure vous demandiez comment les féministes s'emparaient de la question des tâches qui étaient socialement assignées aux hommes, à la masculinité. Mais ça, il me semble que c'est enfin, je me permets de répondre, mais je vous laisserai compléter. Il me semble que c'est à la base du projet féministe, c'est-à-dire faire le constat de l'inégalité et s'interroger sur ses causes et s'interroger sur, à la base du combat féministe, c'était vraiment le fait que les femmes sont majoritairement dans des métiers moins bien valorisés financièrement, elles n'ont pas accès aux mêmes postes que les hommes, etc., etc. Et à mon sens, la perspective qu'on essaie de développer ici, c'est justement pas de dire qu'il suffirait aux femmes d'accéder à ces postes et de reproduire en fait une forme de féminisme néolibéral, d'accéder à ces postes prestigieux qui font fonctionner le capitalisme, mais plutôt de repenser par les tâches qui sont socialement assignées aux femmes, l'organisation totale de notre société. Mais je propose de l'applaudir. Non, mais c'est exactement ça, en fait. C'est un peu ce que je m'apprêtais à dire. C'est-à-dire que, voilà, en tout cas, en ce qui me concerne, mon propos portait pas tant sur la question du partage des tâches domestiques entre hommes et femmes, mais élargissait cette question-là, en fait, à la suite. Enfin, c'est-à-dire que... On est aujourd'hui dans une situation incroyable. D'un point de vue social, mais surtout d'un point de vue environnemental, on est en train de basculer vers des terres inconnues. On a dépassé un certain nombre de limites de ce qu'on appelle les seuils planétaires. Le climat est de plus en plus déréglé. On commence tout juste à en voir les effets. On sait qu'il y a des phénomènes d'emballement climatique qui commencent. En fait, on peut discuter de tout et c'est très intéressant. Mais juste là, en fait, pour moi, le sujet, il est encore au-delà. C'est que nos vies sont en train d'être irrémédiablement bousculées, choquées, percutées par ces questions de dérèglement climatique, d'extinction de la biodiversité au premier chef, et de limites géophysiques. Et ça veut dire que demain, la question qui va se poser, c'est comment on fait pour continuer à se nourrir, c'est que comment on fait le jour où, quand on tournera le robinet, comme ça commence à arriver, il n'y aura plus d'eau qui coule, le jour où on aura des ruptures sur le plan de l'électricité, comme ça a commencé à arriver dans certains pays, en Grèce notamment, au moment des canicules, parce que tout le monde met sa clim en même temps. Voilà, pour moi, c'est ça les questions, en fait, aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser la question du partage des tâches domestiques entre hommes et femmes, bien entendu. Mais je pense que la question, elle va bien au-delà de ça aujourd'hui. Et quand on parle de perspective de subsistance, pour moi, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire d'un décadrage total de nos modes de vie, de nos manières de nous organiser collectivement pour que demain, les conséquences de tout ça ne soient pas la lutte des uns et des unes contre les autres pour s'accaparer ce qu'il restera à notre disposition pour satisfaire nos besoins fondamentaux. Et vu la perte de savoir que nous avons aujourd'hui sur ces questions de subsistance, moi, c'est ça qui m'inquiète. Et c'est là-dessus que j'avais envie vraiment d'appuyer aujourd'hui, parce que pour moi, c'est un des apports fondamentaux de l'écoféminisme que de nous rappeler l'importance de ces tâches de subsistance. Et ce que disait Maria Mies au début des années 80 avec ses co-autrices, il me semble aujourd'hui, 40 ans plus tard, que ça a pris
une acuité et une gravité encore plus importantes. Juste... Depuis longtemps, elle voulait parole derrière. Oui, alors ça paraît que c'est plus long. C'est qui? Là. J'en ai dans ma gourde. Merci beaucoup. Et je voudrais juste apporter un petit témoignage. Nous avons été réfugiés sanitaires dans une zone complètement perdue du Népal où les gens sont autonomes au point de vue alimentaire. Depuis la révolution maoïste en 2008, les femmes travaillent à égalité avec les hommes. Et je voudrais juste dire que pour moi, ce sont eux qui vont s'en sortir s'il y a un grave problème, enfin je pense qu'il va arriver, climatique, parce qu'eux sont autonomes au point de vue alimentaire, n'ont pas de besoins superflus, sont autonomes en énergie avec une petite centrale électrique, hydroélectrique qui arrive à alimenter un tas de villages qui sont éparpillés au milieu des montagnes. Il y a une énorme solidarité et pour moi, ce sont eux qui devraient être nos modèles. Je voulais ajouter quelque chose. Je voulais juste faire une petite parenthèse, si vous me permettez. C'est sûr, et c'est très important que les urgences d'écosystème qui nous a imposées et l'écoféminisme aussi donne une part de solution est importante. Mais ce n'est pas à cause de ces urgences que nous devons nous questionner aussi. Donc, il y a des questions environnementales, disons, mais en dehors d'être environnementaliste, même s'il n'y a pas des urgences, il faut toujours réfléchir sur nos rapports avec les autres êtres, sur nos rapports, notre rationalité, tout ça. Parce que les urgences, on peut les résoudre en s'organisant, en auto-s'organisant. Cette auto-organisation va nous apprendre beaucoup de choses, va nous transformer. Mais il ne faut pas oublier aussi l'autre dimension d'une culture qui vient de très loin, qui a déjà fait plusieurs strates, des généalogies strates. Et donc, on a besoin aussi d'un travail de plus, de creuser, de se reconstruire. Voilà. Vas-y. Je réponds. C'est bon? Bonjour. Tout d'abord, un énorme merci à tous les 6. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais je vais le dire comme ça, peut-être l'année prochaine, s'il y a 2 hommes avec vous, ça serait aussi formidable qu'ils puissent parler de la même chose. C'est aussi dans ce sens-là. Camille Bageux a dit quelque chose, c'est ce que je voulais dire, mais je le redis à ma manière. Je suis surpris de voir autant de femmes qui nourrissent ce monde patriarcal, c'est-à-dire en voulant imiter les hommes et nourrissent ce monde. Voilà, donc je suis assez surpris de ça. Et puis, une autre chose, c'est juste une remarque que j'ai dans mon corps. C'est-à-dire que si je suis dans mon mental et je réfléchis d'une manière mentale, je suis beaucoup dans le monde patriarcal. Je dois descendre dans mon corps, ressentir à travers mon corps les choses pour être dans la féminité. Je le dis parce que peut-être ça peut parler à quelqu'un. Voilà, c'est tout. Merci. Ça, c'est un point qui me semble être assez important et qu'on a peu abordé jusqu'à présent, c'est qu'il y a aussi un rapport au monde qui est émotionnel, qui est sur le sensible, qui est sur le fait de ressentir les choses.
de ressentir les émotions, de les affirmer comme étant des émotions et d'être dans un rapport aux autres et au monde fait d'émotions. Et en fait, le monde tel qu'il est actuellement et celui qui nous envoie dans le mur est un monde qui s'est beaucoup coupé de ses émotions, qui a renvoyé les émotions du côté de la nature, du côté de ce qui devait être soigné, du côté de ce qui finalement perturbait un ordre supposément rationnel et supposément dominateur et dominant du monde. Et en fait, si je prends l'exemple de la politique, pour le coup, je trouve que dans les batailles politiques que nous avons à mener, c'est de réinstaller une forme d'émotion dans la politique qui ne soit pas que la haine, mais qui soit une émotion de joie, d'empathie, de vulnérabilité, de sensibilité, de rapport aux autres, et pas juste ces espèces de figures des leaders qui ont des stratégies, qui sont des grands tribuns ou qui sont qui sont comme ça des grands capitaines d'industrie ou de pays, etc., qui ont une stratégie, mais qui n'ont plus de sentiments. Et en fait, je pense que là, si nous étions beaucoup plus sensibles au monde qui nous entoure, eh bien nous comprendrions que nous sommes dans une situation d'une extrême gravité, d'une extrême urgence. Et en fait, le fait de se couper de nos émotions, de ne regarder que des chiffres, eh bien nous empêche de ressentir cette urgence. Et moi, je pense véritablement que là, il serait urgent que nous ressentions que nous sommes en danger. Et je rappelle que quand il y a par exemple des raz-de-marée, eh bien les animaux s'en vont quand les humains ne ressentent plus le danger. Peut-être qu'il y a là quelque chose d'une forme de reconnexion aussi à trouver à ce que l'on ressent, à ce qui est impalpable, mais ce qui finalement est une condition de notre survie. Bonjour et merci beaucoup à toutes les quatre. Ce que je voulais dire à Pinard, c'est que je me suis souvent posé la question de notre rapport à la nature, aux animaux. Et la première chose que je me suis dit, c'est que depuis qu'il y a une civilisation, on a exploité les animaux. C'est grâce à l'exploitation des animaux qu'on est arrivé à ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Et forcément, en s'autorisant à exploiter ces animaux, ça a un retentissement surtout sur la nature et sur nos rapports entre nous. Si on s'autorise à exploiter plus faibles que soi, parce qu'on dit qu'ils sont plus faibles et qu'on a le droit d'exploiter, forcément, entre êtres humains, c'est pareil. Ce que je voulais dire aussi, c'est que vous dites qu'il faut créer de la subsistance, savoir subsister. Mais je pense quand même qu'il y a ce besoin d'affronter ces gens qui décident pour nous, parce qu'ils font absolument tout pour nous enlever cette capacité de subsistance. Quand on est capable de se créer de la coopération, de la solidarité, etc., ils vont trouver les lois pour nous empêcher ça, hein, notamment les lois sur d'associations, voilà. Hein. Je pense à celle-ci, mais il y a toujours... En fait, on est dans une situation entre la proie et le prédateur. La proie qui doit évoluer et le prédateur qui évolue toujours par rapport à l'évolution également de la proie. Mais je pense qu'on ne peut pas échapper à la confrontation. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a ce que vous disiez, la subsistance, mais il y a aussi la confrontation. Les deux en même temps. Les deux en même temps, oui. Moi, j'ai l'impression que la confrontation, on y est là, ça y est. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le moment de la confrontation en réalité. Et quand on voit vraiment ce qui est en train de se passer de l'ordre des intérêts économiques qui se défendent et qui prennent le pouvoir sur les médias, sur la société d'une manière générale pour imposer leur vision des choses. Voilà, moi je suis fascinée par exemple par l'offensive supposément anti-woke qui a lieu partout. C'est-à-dire qu'en fait, ce mot ne veut rien dire, mais par contre, c'est un mot qui cristallise tous les
conservatisme et surtout les intérêts financiers. Et donc oui, là, nous y sommes. Et quand on voit la crise de l'eau, quand on voit les Sainte-Soline, les bassines, etc., ça y est, nous sommes dans une crise d'appropriation. C'est-à-dire qu'en fait, ils le savent qu'on est dans un moment de changement. Ils ne veulent pas simplement lâcher le privilège qu'ils ont d'accéder à ces ressources. Et c'est là qu'est la bataille. Et c'est là qu'il va falloir qu'on s'organise. Beaucoup plus, je pense, que nous ne le sommes actuellement. Oui, cette question de la confrontation, elle est majeure et on voit bien, enfin, on expérimente tous là qu'elle est en train de devenir critique. Et Pinard parlait tout à l'heure de cette question du rapport de force frontal et du contre-pouvoir, dont on voit bien que là, en fait, le rapport de force est tellement en notre défaveur qu'on se heurte à un déferlement, à un déchaînement d'une brutalité sans nom, que ce soit policière ou judiciaire par ailleurs. Et ça, on sait que ça ne va pas s'arranger parce qu'en plus, voilà, il y a l'effet cliquet de tout l'arsenal sécuritaire, de tout l'arsenal de surveillance de la population, de numérisation de cette surveillance, qui est en train encore de prendre une grande accélération avec l'organisation des Jeux Olympiques à venir. Donc voilà, donc on sait qu'en fait, on est dans une situation où la résistance frontale, ce qu'on obtient, c'est de la violence, c'est de la répression. Les pouvoirs publics bougent de moins en moins, y compris quand on est très nombreux à être au même endroit, au même moment, en s'étant mis d'accord sur un mot d'ordre ou une revendication, comme ça a pu fonctionner il y a quelques années, voire au siècle dernier. Aujourd'hui, on sent que ça ne bouge plus. Je ne parle même pas des pétitions. Enfin, je veux dire, s'il y a 15 ans, on nous avait dit qu'il y aurait plus de 2 millions de personnes à signer une pétition comme l'affaire du siècle et que derrière, il ne se passerait rien, ça aurait peut-être été bien d'ailleurs qu'on ait cette information il y a 15 ans. Mais enfin bon. En tout cas, voilà. Donc, cette question de la confrontation, elle est en train de devenir centrale parce qu'en fait, on ne peut pas continuer à s'envoyer nous-mêmes au casse-pipe, en fait. On ne peut pas se permettre, et moi, je trouve ça... et comme tout le monde, insupportable en fait de se dire qu'il y a des personnes qui partent en manif et qui reviennent mutilées ou entre la vie et la mort. Donc on ne peut pas faire l'économie de cette question-là. Et cette question-là, c'est une question stratégique qui est enfin, effectivement, comme dit Sandrine, là, on y est en fait. On y est à cette question stratégique. Et il y a d'autres voies qui sont intéressantes quand même à regarder. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la résistance, mais la résistance, elle prend plein... Enfin, je veux dire, on est au glière, quoi. La résistance, elle prend plein de formes différentes. Et la forme, on est nombreux à appuyer en même temps au même endroit, c'est pas la seule forme de résistance possible. De la même manière qu'on parle souvent de contre-pouvoir, mais il y a toute une stratégie, notamment du double pouvoir, c'est-à-dire de doublonner en fait au maximum partout où on le peut les institutions existantes pour petit à petit les vider de leur substance et créer des institutions autogéré à côté. Il y a des exemples, ça a été le cas par exemple au Pays Basque avec la Chambre d'agriculture alternative. Il y a des exemples, alors évidemment qu'on nous en empêche en face et qu'il y a de la confrontation. Mais je pense vraiment qu'il y a là une question stratégique qui doit nous occuper là maintenant. Et juste pour finir là-dessus, il y a un outil qu'on utilise beaucoup en éducation populaire, auquel moi je fais vraiment très souvent référence et qui m'aide moi-même à organiser mes pensées de manière très régulière. C'est la question du trépied de la transformation sociale. Une société, on ne la transforme en profondeur qu'à partir du moment où on agit sur 3 leviers et sur 3 leviers de manière simultanée. La question de la résistance, c'est-à-dire de la non-coopération au système ou de la résistance frontale. Ça peut être de mettre nos corps en barrière, ça peut être d'occuper des lieux, etc. La question de la résistance. La question de la préfiguration d'alternatives, donc c'est effectivement tout ce qui se fait autour de ces questions de subsistance, de nouvelles paysanneries, de fermes collectives, de ZAD, etc. Et la question de la bataille culturelle. Et il n'y a pas un de ces leviers qui serait inférieur aux autres, ou moins pur, ou moins radical, ou je ne sais quoi. En fait, on a besoin des 3, et on a besoin d'appuyer sur les 3 de manière simultanée. Et tout ce qu'on a dit là,
s'applique en fait dans les trois, qu'on soit sur de la question de résistance, sur de la question de préfiguration ou sur de la question culturelle. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on garde en permanence ces trois leviers en tête et qu'on ne les dissocie pas, qu'on ne les hiérarchise pas, mais qu'on les active vraiment de manière simultanée. Oui, bonjour. Je voulais juste rappeler un truc, c'est la plupart des révolutions, c'est les femmes qui sont à l'avant-garde. Ça, c'était juste pour... C'est les femmes qui sont à l'avant-garde. À l'avant-garde. D'autre part, moi, je voulais juste... je me pose une question, je me dis, je ne sais pas où on va, on est combien? 8 milliards sur Terre? Maintenant. Je ne sais pas. Moi, ce que je voudrais, c'est que... savoir si, je veux dire, on continue vers cette surpopulation qui donne du grain à moudre aux industries agroalimentaires. Je veux dire qu'on revienne à une agriculture raisonnée et qu'on puisse manger sainement tous ensemble. Est-ce qu'on prend quelques questions? Au lieu de répondre à toutes les questions, peut-être on peut vous écouter après, on peut réagir. C'est mieux comme ça. Eh ben, déjà, merci beaucoup pour cet échange très riche. Ma question elle va peut-être paraître un peu bateau, mais je pense que c'est toujours important de le repréciser quand on parle de féminisme, et surtout de féminisme intersectionnel, de convergence des luttes et de construction sociale du genre. On a parlé beaucoup de la femme, sous-entendu de la femme cisgenre dans cet échange, de la famille d'un point de vue quand même assez hétérocentré. Et ma question, c'est selon vous aussi, quelle place prennent les luttes LGBT dans le féminisme? Est-ce que vous considérez qu'il faut les inclure dans le féminisme et aussi, fortiori, dans l'écoféminisme? Voilà, merci. Est-ce qu'on, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, est-ce qu'on prend... Oui. Encore une question. Ou réaction, pensée, ou contribution. Moi, c'est très rapide. Tout à l'heure, vous avez évoqué un réseau de paysannes sorcières. Je n'ai pas compris le nom, si vous pouviez juste le redonner. Comme Chi, S-H-E, Shalter. Mais je vais vous donner après. Shalter. Oui. Et c'est un réseau d'écoféministes qui existe depuis très longtemps. Ça a commencé par les mouvements Terre des femmes, et c'est très transnational au début, mais c'était une écologie un peu naturelle, qui est sensibilisée un peu. Donc il y avait tarot, il y avait plein de choses sur celui, mais qui s'est transformé depuis, parce que ça existait depuis les années 60. Donc ça s'est transformé. Aujourd'hui, c'est devenu un mouvement assez multiple, et assez multiple, pas dans le nombre, quantité, mais où il y a plein de débats, etc., qui est devenu une radicale assez critique de domination. Donc, et donc il y a une terre en haut des Pyrénées, terre de femmes, et toutes ces associations utilisent ces espaces. Moi, je suis ravie de tomber dans ce réseau, parce que ça me permet d'être avec, pas juste avec les interlocuteurs, mais avec plein de différentes femmes qui réfléchissent de différentes façons et faire des réunions. Voilà, je suis contente de tomber dans ça. Je vous donnerai on va échanger. Vous serez bienvenus. On va encore prendre quelques questions et puis ensuite on répondra à tout comme ça. Non, c'est pas grave. Non, juste pour dire, il nous reste un petit quart d'heure, voilà, pour qu'on ait le temps après de pouvoir répondre. Voilà, allez-y. La question que je voulais poser, c'était par le lien entre démocratie et écoféminisme. Comment on fait vivre une société du sensible? Vous avez 4 heures. Moi, j'aurais aimé en savoir plus sur ce que le troisième levier dont vous avez parlé, j'ai pas bien compris, la bataille culturelle.
Moi, j'ai une question sur aujourd'hui, comment ça se passe au niveau des prises de parole. Quel est votre avis sur le fait de partager entre hommes et femmes sur un sujet tel que l'écoféminisme et de savoir que la parole est très donnée aux hommes de manière générale dans l'espace public. Et donc, je me questionne sur comment on sélectionne et aussi je rebondis sur ce que tu as pu dire sur les femmes cisgenres et donc comment on établit qu'une femme est une femme et qu'un homme est un homme. Donc voilà, je voulais discuter de ça. C'est plus une question large à la salle que... Voilà. J'arrive jamais. Voilà. Oui, merci beaucoup. Peut-être on va prendre un temps pour répondre avec toutes ces questions dans l'ordre que vous souhaitez. C'est moi qui... Oui, bon, ok, très bien. Il y a plein de questions et il y en a qui mériteraient des heures. Bon, sur la population, il y a quand même un sujet... il y a un sujet autour du partage avec la population qui existe sur Terre. C'est-à-dire que poser la question de la population, c'est d'abord poser la question du partage de l'alimentation, partage des richesses, partage des ressources, partage... Et ça, cette question-là n'est pas posée. Et moi, j'avais été très en colère contre Macron. Bon, je le suis d'une manière générale, mais là, quand il avait fait une espèce de grande conférence qui s'appelait France 2030, je crois, un truc comme ça, où il annonçait les grandes ruptures technologiques qu'on allait avoir. Bon, enfin, tout ça ne me parle pas, mais il avait commencé en disant on a un problème de surpopulation en Afrique, et tu fais waouh, c'est chaud. Et en fait, personne n'a pointé ce truc-là, alors que... Il faut quand même, vraiment, évidemment, je ne dis pas que c'est la question que tu as posée, mais il faut quand même toujours, quand on parle de natalité, ne pas tomber dans un truc qui consisterait à rendre responsable l'Afrique d'une surnatalité, hein, parce que, bien entendu, ça n'est pas du tout cela. Alors, sur la question cisgenre et l'hétéro-patriarcat, bon, je ne sais pas comment... l'appeler, évidemment, c'est un sujet. C'est-à-dire que quand on parle d'une société qui a mis au pinacle et au plus haut de sa hiérarchie des codes qui sont les codes masculinistes, mais masculin toxique et viriliste, évidemment, les questions des personnes LGBT sont du mauvais côté de la barrière, c'est-à-dire du côté de ce qui doit être discipliné, rééduqué, enseigné, etc. Et ça, là-dessus, il y a vraiment quelque chose chez les écoféministes d'hyper intéressant, notamment chez Françoise d'Aubonne, qui est le dépassement du genre. C'est-à-dire le fait qu'en fait, l'idéal dans la société de Françoise d'Aubonne, c'est le dépassement du genre. Et faire en sorte que ni les relations sexuelles que nous avons ne nous définissent, ni notre corps ne nous définissent. Et qu'en fait, une fois qu'on aura réussi à faire cela, alors on aura une société qui est véritablement égalitaire. Et ça, moi, je suis très sensible à cet argument-là, qui consiste à dire que en fait, la reconnaissance des inégalités est un temps pour réussir à dépasser ça et aller vers quelque chose qui soit de l'ordre d'une société où le genre n'a plus autant d'importance. Je voudrais juste terminer sur deux petits points. Et Françoise d'Aubonne, elle parle aussi de société lapiniste ou du lapinisme patriarcal. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de faire des enfants, ça fait partie du patriarcat. Et ça aussi, c'est assez intéressant de regarder. Alors bon, elle est très critiquée là-dessus, notamment parce qu'elle tombe notamment dans le piège d'un lapinisme plutôt africain, mais je trouve que d'une manière générale, nous renvoyer à nos utérus, c'est une manière de nous renvoyer à la reproduction, et ça, c'est vraiment inacceptable. Sur l'écoféminisme et la démocratie, on doit réinventer la démocratie. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a... Mais c'est pour ça que l'autogestion, tout ce qui est expérimenté dans les espaces libertaires, anarchistes, anarcho-municipalistes, doit vraiment être regardé de très près pour essayer de construire la suite. Et puis, voilà, la dernière chose, et je m'arrêterai là, après je parle plus, c'est promis, c'est juste pour vous dire que j'ai appris hier, j'étais complètement passée à côté de cette information, mais vous savez, devant Wall Street, il y a une espèce d'énorme taureau qui est comme ça, qui a le poitrail à terre, qui est en train de tourner, qui est assez agressif, comme ça, qui est
est très musclé, qui fait des tonnes en bronze, avec l'arrière-train qui est soulevé, où on voit une espèce d'énorme paire de couilles, mais vraiment énorme. Et en 2017, il y a un artiste qui a mis une petite fille juste devant ce taureau, et cette petite fille s'appelait la petite fille sans peur, parce qu'elle affrontait le taureau de Wall Street. Et l'artiste qui a fait le taureau a demandé à ce que la petite fille parte, parce qu'il disait que sa sculpture était une sculpture qui symbolisait la paix, l'amour et la coopération. Eh bien, je vous laisse réfléchir à ça. Ben ça, c'est la bataille culturelle. Oui, pour répondre plus sérieusement sur la bataille culturelle, c'est vraiment au sens où on voit bien qu'il y a des périodes où il y a des choses qui sont acceptables dans la société et d'autres qui ne le sont pas. Jusqu'ici, il a été acceptable justement de ne pas parler du nombre de femmes qui étaient violées et de la manière dont elles étaient reçues quand elles osaient aller au commissariat. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui devient inacceptable. De la même manière que, je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait encore avoir une commande de taureaux devant une bourse. Ça ne s'invente pas. Mais en tout cas, voilà, la bataille culturelle, c'est ce qui vise à faire en sorte que ces choses-là deviennent de moins en moins acceptables et qui deviennent de plus en plus compliquées, en fait, de les défendre en public. Tout simplement. On a parlé, pour ceux qui s'en souviennent, quand Nicolas Sarkozy a commencé à parler de double peine, d'identité nationale, etc., de la manière dont ça avait libéré la parole raciste, en fait, partout. Dans les lieux publics. Et moi, je l'ai vraiment ressenti, ça. Cette espèce de truc où on ouvre les vannes de la blague raciste, du racisme en général. En fait, la bataille culturelle, voilà, elle se joue évidemment dans les deux sens, mais c'est vraiment de faire en sorte, moi c'est l'exemple que je reprends, mais parce qu'il est directement tiré de mon vécu, mais qu'en fait, plus personne ne trouve ça cool de se balader en quad dans des vignes, dans un parc naturel régional, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas cool. C'est pas cool. Et donc, voilà, la bataille culturelle, elle passe par plein de biais différents. Moi, je m'y attache. Alors, j'ai pas choisi le médium le plus grand public et le plus vaste pour toucher les gens, mais par le biais de la littérature. Parce que je pense qu'un roman, par exemple, c'est justement un moment qu'on peut appeler perspectiviste, c'est-à-dire un moment où on peut changer de perspective. Il y a des romans, moi, qui m'ont fait vraiment changer de rapport au monde, de perception, de la manière dont je voyais certaines choses. Et d'ailleurs, voilà, j'avais amené, on n'aura pas trop le temps d'en parler, mais je voulais quand même au moins vous mentionner ces deux livres dont je trouve qui vont bien avec notre thématique d'aujourd'hui. Dans la forêt de Jean Egland et Le mur invisible de Marlene Haushofer, qui sont deux romans, pour moi, écoféministes, de la perspective de subsistance, de la question de qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve coupé du monde et qu'il faut se débrouiller avec ses mains et ce qu'on sait faire et ce qu'on a autour de soi, et qui change le regard qu'on porte sur le monde et qui change l'importance relative qu'on accorde à telle ou telle chose, à tel ou tel sujet, et qui, en tout cas, pour moi, ont vraiment été des romans du recentrement sur des choses essentielles. Oui, c'est pour cette raison-là que j'écris des romans aussi, pour résister, pour créer. Je vais juste essayer de réunir quelques questions par rapport aux démocraties, LGBTIQ, etc. Je pense qu'on n'a pas avant l'écoféminisme, parce que vous savez, écoféminisme, antimilitariste féminisme, anti-hétéro-patriarcal féminisme, il y a plusieurs sortes de féminisme, donc il y a avec des différents accents, mais avant tout, les féminismes
au début, même au début sans être écoféministes, disent que le privé est politique. Donc, parle de la construction sociale. Donc, depuis le début des féminismes. Donc, on n'a pas besoin d'écoféminisme directement pour montrer que la question des orientations sexuelles ou de changement d'identité ou de déconstruire son identité, de reconstruire, etc., ça nuit l'ordre social. Comme l'ordre politique s'appuie sur l'ordre social, ils ont besoin de l'ordre social. Donc, la déconstruction de l'identité de genre nuit quelquefois à la fois l'ordre politique et social. Mais donc, les féminismes parlent déjà depuis longtemps de ça. Mais écoféminisme, à mon avis, peut apporter, mais je réfléchis à haute voix juste maintenant, pas seulement par rapport aux personnes LGBTIQ, par rapport aux différentes formes de performance, je ne sais pas quoi, mais par rapport à tout le monde, par rapport aux personnes âgées, par rapport à des personnes bizarres, différentes, qu'on vit ensemble. Et donc, comment vivre dans cette pluralité? Parce que si je dois réfléchir ma relation avec les chiens, si je dois réfléchir ma relation avec des êtres que je ne comprends pas vraiment ce qu'ils veulent dire, moi j'ai des idées La Fontaine, des fourmis, les cigales, ils sont comme ça, donc c'est très anthropocentriste aussi. Donc si je dois aussi déconstruire ces schémas, ça va changer toutes mes relations avec tout le monde, pas que les personnes LGBT. Donc, comment créer un équilibre, un consensus, malgré nos différences, même si on ne comprend pas, mais comment on peut être une forme d'érection dans tout le monde, en situation d'érection dans un collectif. À mon avis, c'est très anarchiste. Donc, c'est très anarchiste aussi. Donc, mais c'est bien de rêver, c'est bien d'essayer. Je pense que ça vaut la peine. La vie est très courte. Merci. L'érection, c'est quand l'homme, le sexe de l'homme. Non, mais érection dans le sens. Ça marche bien, mais du coup, c'est le double sens qui nous amusait. Ah, d'accord. Je ne parle pas pornographique, non. C'est. Alors, merci infiniment à la salle, aux interprètes pour leur travail tout au long. Et vous savez, les interprètes, ils avaient le choix de choisir les conférences, donc elles ont choisi cette conférence aussi pour interpréter. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Et merci à vous toutes pour ces discussions vraiment stimulantes. Merci à la salle. Et je vous souhaite une bonne... Merci aux organisatrices et aux organisateurs surtout pour ces 2 journées. Et je pense que voilà, moi, c'était une question que j'aurais posée, mais on n'a plus le temps. On parle aujourd'hui devant un public convaincu et maintenant c'est comment on transporte ça ailleurs et comment on mène cette bataille culturelle et ces 3 piliers. Merci, bonne journée. Merci encore. Je vous rappelle qu'à la sortie des salles, il y a la quête pour nous aider à organiser cet événement. Merci. On vous remercie de votre écoute. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir nous voir. En vrai, c'est bien aussi. Merci.